Vous entendez le bruit de ce crayon sur le papier? Les mots ont le pouvoir de témoigner. Et si à la frontière de l'histoire connue sommeillait d'effroyables terreurs? Et si ces terreurs étaient consignées dans des carnets qu'on nous aurait dissimulés? Je suis Xavier Bayouk, et vous écoutez Carnet interdit, un podcast d'horreur fantastique inspiré de faits réels. Je vous propose maintenant de parcourir, ensemble, un de ces noirs écrits. 1959, nuit du 1er au 2 février. 9 randonneurs décèdent dans l'Oural, sur le versant est du mont Kolatchakol, nom mansi signifiant la montagne morte. Après leur mort, cet endroit sera rebaptisé le col de Dyatlov en hommage au chef de l'expédition, Igor Alexievitch Dyatlov. En pleine guerre froide, l'enquête des autorités soviétiques a conclu qu'une force irrésistible inconnue avait causé la mort des skieurs. Cette conclusion, assez terrifiante si on y pense, s'explique par les nombreuses zones d'ombre qui ont existé autour de cette affaire. Tout d'abord, il a été prouvé que les randonneurs avaient déchiré leur tente de l'intérieur et étaient sortis pieds nus ou en chaussettes dans la neige. Ensuite, leurs corps furent retrouvés dans un rayon de 1,5 km autour de leur tente. Enfin, malgré le fait qu'ils ne présentaient aucun signe de lutte, les victimes présentaient les traumatismes suivants. 2 corps avaient le crâne fracturé, 2 corps avaient des côtes cassées et souffraient d'hémorragie interne, une victime fut retrouvée sans ses yeux, une autre sans ses yeux ni sa langue. Enfin, une dernière avait des morceaux de peau de sa propre main entre ses dents. De plus, les corps de 2 randonneurs présentaient des niveaux de radiation élevés dus, selon les experts de l'époque, à de la poussière radioactive tombée de l'atmosphère ou à de la manipulation de substances radioactives sur leur lieu de travail. OVNI, Yéti russe, attaque du peuple Mansi, conséquence d'un essai nucléaire ou résultant des pulsions criminelles d'Alexander Zolotaryov, qui aurait masqué sa mort en rendant l'identification de son corps quasiment impossible. Au fil du temps, les théories les plus folles se mirent à fleurir. En janvier 2019, le parquet général de Russie annonça la réouverture du dossier. Le 11 juillet 2020, l'affaire fut classée. Conclusion officielle, les 9 jeunes gens sont morts suite à une avalanche combinée à une mauvaise visibilité. Mais est-ce là toute l'histoire de cette nuit tragique et glaciale de février? Certains carnets de voyage des skieurs ont été retrouvés, et pourtant, des mystères demeurent. Et s'il existait un autre carnet? Et si Zolotaryov, le membre le plus âgé du groupe qui aurait eu 38 ans le jour même de sa mort, avait tenu un autre journal? Un récit si terrifiant que les autorités en auraient effacé toute trace. Asseyez-vous confortablement et allumons une bougie pour nous éclairer dans ce sombre voyage. Car, ensemble, nous allons ouvrir ce carnet interdit et plonger là où le silence peut devenir la mère de toutes les horreurs. 23 janvier 1959, 9h13. Notre train vient de s'élancer. Direction Ivdel, au centre de l'oblast de Sverdlovsk. Le trek qui nous attend sera rude et les conditions particulièrement difficiles. Les températures plongeront en dessous des moins 20 degrés Celsius, je le crains. Mais ce groupe de jeunes a l'air bien entraîné. Cela me rassure. Le prix à payer pour conduire des amateurs est toujours trop élevé. Ce fut le cas dans l'Altaï, il y a 3 ans. Heureusement, j'ai réussi à tous les ramener en vie, même si ce garçon, dont les traits sont maintenant flous dans ma mémoire, ne marchera sûrement plus. Parfois, je suis fatigué de devoir conduire des étudiants dans ces contrées sauvages. Ils n'y voient qu'une occasion de prouver leur force et leur vaillance. Ils ne savent pas ce qu'impose la vaillance. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu lors de la Grande Guerre patriotique. Chaque nuit, quand je ferme les yeux, j'entends encore les cris de mes camarades, le bruit des mortiers et le sifflement des balles. Tant de sang a coulé pour protéger notre patrie. Tant de vies reposent sous la terre de notre belle Russie. Mais je m'égare. Les visages de mes camarades sauront me retrouver cette nuit dans mon sommeil. Je reconnais au jeune Dyatlov un savoir-faire inné pour maintenir l'attention du groupe vers le but commun. Il faudra que je m'appuie sur lui si je veux m'assurer de les guider là où nous devons aller. 24 janvier 1959, 10h27. Nous sommes toujours à bord du train. Cette nuit, les cauchemars étaient particulièrement vivaces. Je me suis réveillé avec le goût du sang dans la bouche. Étrange car après inspection, je ne semble pas m'être mordu en dormant. L'humeur du groupe est bonne. Hier soir, une grande discussion a eu lieu jusqu'à tard dans la nuit sur la nature du bonheur. Les regards en coin que la jeune Zinaïda lançait à Dyatlov en disent long sur ses rêves intimes. J'avoue qu'il est vivifiant de voir cette jeunesse rire et espérer. J'envie leur innocence. Quand ils m'ont demandé ce qu'était le bonheur à mes yeux, j'ai parlé des grands espaces et de mon envie d'explorer des terres toujours plus lointaines. J'ai menti.
Le bonheur, pour moi, serait simplement d'oublier. 17h42. J'ai hâte que notre expédition jusqu'au mont Torten prenne fin. Une fois rentré, je pourrai repartir pour l'Altaï. Je dois y être pour le printemps. L'été dernier, j'y ai rencontré une femme chamane. Pour son peuple, elle est un trait d'union entre le monde des hommes et celui des esprits. Avant l'été dernier, je ne croyais pas à toutes ces superstitions. J'ai toujours estimé qu'elles étaient au mieux stupides et au pire dangereuses. Mais lors de cette dernière expédition au sud de la Sibérie, j'ai vu des choses que la science ne saurait expliquer. Dans une de leurs yourtes, j'ai assisté à un rituel que les religieux, s'il en existe encore, qualifieraient d'exorcisme. Des parents désespérés ont amené en urgence leur fils au camp qui m'accueillait. Le regard du garçon me glaça le sang. Quelque chose de malsain sommeillait derrière son regard. Quelque chose d'un autre âge. Quelque chose de pas humain, j'en suis certain. La chamane de la tribu s'approcha rapidement de la famille et demanda à son apprenti de regrouper un certain nombre d'ingrédients pour la cérémonie. Un traducteur, présent avec moi lors de ce trek, me commenta toute la scène. Ces pratiques étant interdites, je ne sais toujours pas pourquoi on m'a autorisé à y assister. Je crois qu'il est inutile de vouloir résumer dans ces lignes tout ce que j'ai vu ce soir-là. Les tambours résonnaient plus fort que les canons de l'artillerie allemande. Vêtue d'un costume traditionnel mêlant tissu et plaques métalliques, la sorcière chantait, psalmodiait en tournant autour du feu, tandis que le jeune garçon était pris de convulsions et hurlait. Sa voix. J'entends encore sa voix. Je jure que ce n'était pas celle d'un enfant. Parfois, la nuit, elle me pourchasse et se mêle aux cris des morts sur le champ de bataille. Au milieu du vacarme qui montait crescendo, je jure avoir vu les ombres danser. Et lors de l'assaut final, tandis que la chamane crachait un étrange liquide sur le jeune garçon, les yeux de ce dernier se sont fixés sur moi. Immobile. Terrifiant. Et j'ai honte de l'écrire. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé le lendemain matin dans ma yourte. Mon traducteur m'a dit que la chamane voulait me parler. Elle m'a dit que lors du rituel, les esprits lui avaient montré que mon âme fracturée était également marquée. L'abysse semble avoir ses yeux dirigés vers moi, selon ses mots. Et pour la première fois, je lus de la peur dans son regard. Elle m'a dit que je devais accepter de rester à ses côtés afin qu'elle puisse m'initier et me protéger. J'ai refusé. Un chevalier de l'ordre de l'Étoile Rouge n'a que faire de ces contes de bonne femme. Mais elle ne sembla avoir que faire de mon refus. Elle m'a dit que l'étoile marquerait ma chute, que lorsque l'étoile laisserait son empreinte, mon temps serait compté, qu'il faudrait alors impérativement venir la voir. Il y a un mois, avec des amis de mon ancien régiment, nous nous sommes retrouvés. La vodka a coulé à flot. Dans une sorte de délire éthylique, nous avons décidé de rajouter des tatouages à ceux que nous avions déjà. Une manière à nous de nous rappeler ce rite de passage qui nous avait soudés à l'époque. Le lendemain, j'ai découvert qu'un de mes amis m'avait tatoué une étoile à 5 branches. Je ne sais pas pourquoi je repense à tout cela. Je dois me concentrer sur notre trek et m'assurer que ces jeunes atteignent la montagne. Mais étrangement, je ne cesse de repenser à la chamane. L'abysse a ses yeux dirigés vers moi. Et notre train continue de s'enfoncer dans la nuit froide. 25 janvier 1959, 11h16. Une fois arrivés à Ivdel, nous sommes montés dans un camion. Celui-ci nous conduit à Visaï, le dernier village au nord de l'oblast. Ce trajet va être long. J'avoue que c'est moins confortable que le train, mais mon esprit n'en pouvait plus de la monotonie des rails. J'apprends à connaître mes camarades. Je suis le seul à ne pas être diplômé ou étudiant de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Pourtant, ils m'ont accueilli à bras ouverts. La jeune Lyudmila Dubinina met l'ambiance avec ses chansons. Sa voix est douce et délicieuse. Communiste convaincue, elle semble fascinée par mes histoires sur la Grande Guerre. Leur raconter quelques anecdotes, elle mérite de faire passer le temps et pourra peut-être exorciser certains démons. 23h52. Nous sommes arrivés dans la soirée à Visaï. Nous logeons dans un hôtel peu confortable, mais comme je l'ai dit à mes camarades, profitons d'avoir un lit. Bientôt, ce ne sera plus le cas. Je partage ma chambre avec Diatlov, Thibaut et Slobodin. L'hôtel est peu chauffé. Nous garderons donc nos vêtements cette nuit. Cela m'arrange. Je n'ai pas envie de devoir expliquer mes tatouages. Dehors, j'entends le vent souffler. J'espère que le temps sera clément lors de notre ascension. Moi qui suis si rationnel, je m'étonne de cette angoisse diffuse qui semble ne pas me quitter depuis notre départ. 26 janvier 1959, 8h48. Ce matin, l'humeur est maussade. Tout le monde a mal dormi et nous sommes frigorifiés. Pourtant, nous sommes préparés et nous savons que les conditions de l'expédition seront plus difficiles. Moi-même, je ne m'explique pas ce froid qui m'a traversé durant tout mon sommeil. J'ai entendu Lyudmila mentionner à Diatlov un vide la poursuivant dans ses rêves. Un vide glacial et doué d'une conscience malsaine.
Heureusement, le café a vite chassé nos pensées noires et nous venons de monter dans la voiture qui nous conduit au point 41, le dernier point avant le début de notre excursion. 22h53. Ce soir, nous logeons dans une cabane où vivent de jeunes travailleurs qui nous ont chaleureusement accueillis. Nous avons bien ri, bien mangé, bien bu. Il est normal de prendre des forces, de se nourrir corps et âme avant de tester les limites de nos conditions physiques et mentales, car demain commence notre trek. Pour moi, ce moment fut empreint d'une certaine nostalgie. Je ne saurais l'expliquer, mais cela m'a rappelé ces soirées passées entre camarades, avant l'arrivée sur le front, avant le chaos et les bombes, avant les cris et les larmes. Tout le monde dort maintenant. Avant de nous coucher, j'ai fumé une cigarette et pris un dernier verre avec un de ces travailleurs, un géologue du nom d'Ivan. J'avoue avoir été soulagé qu'il me rejoigne dehors. Parfois, l'immensité du ciel étoilé m'angoisse, comme si cet infini pouvait, à tout moment, déverser sur moi son flot de tragédie. Dans le silence de l'hiver, nous avons parlé de la région et de son travail. Révélation étonnante, le jeune Ivan a demandé à être affecté ici dans ce lieu reculé. Apparemment, une anomalie géologique qui le fascine réside dans ces montagnes. Autrefois, une base de géologues était installée au village de Séverny, étape que nous atteindrons demain. Elle fut fermée voilà plusieurs années de cela. Parmi tous les travaux et pierres rapatriées, une roche noire gravée et irréfutablement taillée par l'homme étonna les scientifiques. Non pas par sa nature, car il s'agissait simplement d'onyx, mais par sa forme et le lieu de sa découverte. Tout d'abord, aucune source d'onyx n'est connue dans la région. Les plus proches se situent en Inde ou en Chine. Ensuite, la pierre de plus d'1 kilo faisait partie, d'après les premières études, d'un ensemble plus vaste. De plus, les gravures sur le minerai émettaient une forme de magnétisme que l'on ne retrouve pas chez cette variété d'agate. C'est ce mystère qui a conduit le jeune géologue à venir travailler dans la région. La vodka finie, nous sommes rentrés nous réchauffer. Je ne peux néanmoins arrêter de m'interroger sur les raisons de la fermeture de la base de Séverny. 27 janvier 1959, 19h48. Aujourd'hui fut notre première véritable journée de trek en direction d'Otterten. Nous avons alterné marche et ski sur des zones de neige molle. La température extérieure était de moins 5 degrés Celsius. La montée étant légère, les conditions furent parfaites pour se mettre en jambes. Les conversations furent nombreuses et le ton enjoué. Je suis agréablement surpris de voir que mes coéquipiers sont réellement entraînés. Mes peurs quant à leur capacité à tenir la distance se dissipent enfin. Seul le jeune Yuri Yourdin a semblé devoir composer toute la journée avec des douleurs soudaines dans le genou et à la hanche. Mais je tiens à saluer son courage, car à aucun moment il ne nous a fait prendre du retard. Hélas, il vient juste de nous annoncer qu'il allait quitter notre aventure, ses douleurs s'étant encore amplifiées. Il faut du courage à un homme pour supporter la souffrance et encore plus pour admettre sa défaite. Ce soir, nous boirons un verre en son honneur. Je sens néanmoins que cette nouvelle est venue jeter un voile sur le moral de mes camarades. J'écris ces lignes près d'un feu, dans la pièce principale de la seule maison encore habitable de Séverny. Je confirme, ce village de géologues a bien été totalement abandonné. 23h45. Tout le monde dort à point fermé. Moi, je viens de me lever pour écrire ces quelques lignes afin d'apaiser mon esprit. Peut-être que cela m'aidera à trouver le sommeil. 2 événements se sont produits ce soir. 2 événements qui, je l'avoue, m'inquiètent. Tout d'abord, en installant mes affaires dans la chambre que j'occupe avec Diatlov et Slobodine, j'ai renversé par inadvertance une pile de papiers à l'abandon que personne n'avait jugé bon d'emporter. Curieux, je les ai feuilletés. Parmi les correspondances personnelles ou les listes de courses, un écrit a retenu mon attention. Clairement, ce papier de recherche n'aurait pas dû se trouver là. Il s'agissait d'une note concernant la découverte de la fameuse onyx mentionnée hier par le jeune géologue. Cette pierre fut découverte lors d'une expédition scientifique au pied du mont Kolachakol, sur les rives de l'Opia. Le texte, aussi sommaire fut-il, mentionnait une altercation violente avec leur guide de la tribu Mansi lorsque les scientifiques décidèrent d'amener cette découverte. En bas de la feuille, l'auteur avait écrit les mots Kolachakol égale montagne morte, ainsi qu'une phrase. Le silence vous traque. Derrière la feuille était griffonnée une liste de noms avec des dates et, au-dessus, le titre suivant. Liste des suicidés et morts par accident. J'avoue ne pas avoir parlé aux autres de cette découverte. Elle ne ferait que jeter un malaise sur notre expédition. De plus, les informations ne sont que parcellaires. Mais j'ai assisté à un autre événement, plus troublant, avant que tout le monde n'aille se coucher. J'ai surpris par la fenêtre la jeune Lyudmila dehors en train de chanter une étrange mélopée. Puis elle s'est mise à rire à voix basse et à parler avec quelqu'un. J'ai regardé mais je n'ai vu personne. Seulement la nuit et le vent qui déplaçaient la neige sur le sol. Elle s'est alors soudainement retournée vers moi. Ses yeux, à la manière d'un chat, reflétaient la lumière. Et je pourrais jurer qu'un étrange rictus donnait un air malsain
à son si beau visage. Le temps de cligner des yeux, elle était de nouveau elle-même. Elle est rentrée au chaud et participa aux conversations avec son ton enjoué habituel, si bien que je me demande si je n'ai pas tout imaginé. 28 janvier 1959, 20h27. Ce matin, nous avons dit au revoir à Yuri Yurdin, qui fera le chemin retour jusqu'à la cabane des travailleurs. J'avoue que je n'étais pas à l'aise pour le laisser ainsi marcher seul. Mais le terrain est favorable et il a refusé que l'un de ses camarades ne l'accompagne et ainsi ne rate l'expédition. C'est le cœur lourd que Dyatlov et Lyudmila lui ont dit au revoir. L'équipe a d'ailleurs choisi d'immortaliser ce moment par une photo. D'une certaine manière, nous pourrons ainsi l'emporter avec nous au sommet du mont Otorten. Notre périple à ski s'est passé sans encombre. La neige est molle et pas trop épaisse. Il fait froid, mais la visibilité est bonne, ce qui nous permet de parcourir une bonne distance. Vers midi, nous sommes entrés dans la terre des Mansi. Cette ethnie de chasseurs est encore très présente dans ces contrées. J'y vois un avantage. Ils ont balisé la région avec des pistes de ski pour faciliter leur déplacement et la chasse, pratique ancestrale et sacrée dans leur culture. Ces pistes nous seront très utiles pour faciliter notre trek. Je ne peux néanmoins oublier la note trouvée hier. J'espère que nous n'aurons pas à croiser une bande agressive. J'avoue ne pas connaître leur attitude vis-à-vis des Russes de l'Ouest. La nuit tombée, nous avons établi notre tente à l'orée de la grande forêt de sapins que nous traverserons demain. Je remercie Dyatlov d'avoir apporté son poêle. Accroché en hauteur dans la tente, il nous permet de bénéficier d'une douce chaleur. 29 janvier 1959, 18h16. Aujourd'hui, nous avons pénétré au cœur de la forêt. Notre avancée fut plus difficile que la veille. Les troncs des arbres, cassés par les vents, bloquaient parfois notre passage. Vers 14h, notre groupe s'est arrêté à l'orée d'une clairière de sapins afin de nous reposer et de manger quelques rations. Thibaut a soudainement poussé un cri. Mus par un même esprit de corps, nous avons tous accouru. Devant lui, suspendus dans les branches des arbres, nous découvrîmes 9 lapins éventrés. Leurs corps étaient disposés de telle manière que le vent, en les faisant se balancer au bout de cordes tressées, dessinait avec leur sang des figures complexes à même le sol. Ne voulant pas que mon groupe se laisse envahir par la panique, j'ai rassuré mes camarades en leur expliquant qu'il ne s'agissait ici que de trophées de chasse sûrement laissés par une bande de Mansi. Je leur ai rappelé qu'il s'agit d'une tribu de chasseurs et qu'en cette saison, le froid leur permet de conserver la viande. De plus, en accrochant leur gibier en hauteur, ils s'assurent qu'aucun autre animal ne vienne leur voler leur seule source de subsistance. Mais en mon fort intérieur, je crains quelque chose de plus sombre. Je ne saurais l'expliquer, mais ces symboles écarlates marquant la neige me troublèrent au plus haut point. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais une partie de moi ne cesse de penser qu'il y a une volonté derrière ces motifs. Une approche méthodique pour dessiner quelques messages ésotériques. J'espère me tromper. Il est une chose que d'affronter une tribu agressive. Il en est une autre que de tomber sur des fous croyant pratiquer la sorcellerie. Ce soir, les discussions me semblent moins joyeuses. Les rires, plus forcés. Je vais refaire un tour à l'extérieur de la tente pour m'assurer que nous ne risquons rien. 23h40. Mes compagnons se sont endormis. J'écris ces quelques lignes car tenir ce journal de bord me maintient les idées au clair. Depuis ce matin, sans savoir exactement pourquoi, quelque chose me trouble. J'ai enfin trouvé la raison de ce malaise. C'est le silence. Nous sommes dans une forêt et pourtant, tout est silencieux. Pas de bruit d'oiseaux, pas de bruit de rongeurs. Rien. Juste le silence. 30 janvier 1959, 7h17. La nuit fut agitée pour tout le monde. Ce matin, nous avons tous les traits fatigués. Même si personne n'ose l'exprimer, je crois que nous avons tous été la proie de mauvais rêves. Pour ma part, je n'arrive pas à effacer de mon esprit mes cauchemars. Mais cette nuit, ils étaient différents. Et d'une certaine manière plus terrifiants. Dans mon sommeil, je me suis retrouvé, comme à l'accoutumée, en plein combat à Stalingrad. Mais, et c'est étrange, tout était silencieux dans ce rêve. Aucun bruit de balles, aucun bruit d'explosion, juste l'horreur et le silence. Et avant mon réveil, un océan de visages agonisants, la bouche ouverte sur un ultime cri, silencieux. Aucun son ne sortait de leur gorge, comme si la douleur et l'horreur étaient telles qu'elles étaient devenues indicibles. Il est temps de lever le camp. J'ai hâte que nous sortions de cette forêt. 19h49. Nous venons de planter notre tente. Nous atteignons les limites de la forêt. J'aurais aimé que nous la franchissions avant de nous arrêter, mais cela devient trop dangereux de continuer ainsi de nuit. Au moins, ici, les arbres sont clairsemés. Je n'aime pas la tournure que prend cette expédition. Cet après-midi, vers 15h, nous avons croisé un campement de Mansi. Ils ont partagé avec nous quelques-unes de leurs rations. Cette peuplade a sa propre écriture et sa propre langue, mais heureusement, l'un d'entre eux, celui qui était accompagné d'un enfant, parlait des brides de Russes.
Ils avaient installé leur campement au milieu d'une clairière, entourée de grands sapins, dont les troncs étaient marqués d'étranges symboles. Je suppose qu'il doit s'agir de marques indiquant les pistes pour la chasse. Pourtant, et je n'arrive pas à me l'expliquer, ces symboles m'évoquent quelque chose d'étrangement familier. Il serait faux de dire que nous n'avons pas été chaudement accueillis. Pourtant, à aucun moment je ne me suis senti à l'aise. D'habitude, j'aime me retrouver au contact de peuplades reculées, mais ces hommes éveillaient chez moi une angoisse diffuse. Ils nous ont demandé plusieurs fois la direction que nous prenions. La jeune Zinaïda a eu la présence d'esprit de mentir. Je n'étais pas le seul à me méfier d'eux. Quand nous sommes partis, j'ai choisi de fermer la marche, laissant Dyatlov mener le groupe. Je me suis retourné une dernière fois vers l'homme et son fils, et, sous l'effet d'une étrange pulsion, je leur ai demandé s'ils connaissaient le mont Kolatchatol. Mon Dieu. À ce nom, je jure que leur expression changea. Et leur regard. Je n'ai vu qu'une fois dans ma vie un regard similaire. C'était celui du jeune garçon dans l'Altaï. 22h48. Je sais où j'ai déjà vu les symboles gravés sur les troncs d'arbres du campement Mansi. Il s'agit des mêmes symboles que ceux dessinés par le sang des lapins sur la neige. J'avais raison, la disposition de ces cadavres était intentionnelle. J'en ai parlé à Slobodine. Il est le plus sportif après moi, le plus à même de défendre le groupe si la tribu se montre agressive envers nous. J'avoue que je ne pensais qu'il me rirait au nez, mais ce que j'ai lu dans son regard a coupé court à mes spéculations. J'y ai lu de la peur. La même peur que celle dans les yeux de mes camarades avant de monter au front. Je refuse d'écrire les mots suivants, mais pourtant, je dois les exorciser. La peur que j'ai lue dans le regard de Slobodine, c'est celle d'un homme qui se sait condamné. Je ne sais pas ce qu'est ce lieu, mais nous ne sommes pas seuls. Pourtant, je n'entends rien par nous et le silence. Que disait la note trouvée à Séverny déjà? Ah oui, le silence vous traque. 31 janvier 1959, 6h17. Cette nuit, j'ai peu dormi, et je ne suis pas le seul. Le sommeil de mes compagnons fut des plus agités, mais je crois que c'est le jeune Thibaut qui m'inquiète le plus. Ces cauchemars furent tels qu'il nous réveilla tous dans la nuit. Dyatlov et Zinaïda essayèrent de le sortir de sa torpeur, mais impossible. Après de longues minutes, durant lesquelles nous commencions à paniquer, son corps se crispa, et il ouvrit soudainement la bouche et les yeux. Sauf qu'il resta comme ça, dans un long état catatonique de plus de 5 minutes. Puis, sans un mot, il ferma les yeux et continua de dormir dans un sommeil paisible. Pour nous, impossible d'oublier cette scène glaçante. Nous en avons parlé entre nous. J'ai exigé de savoir si on m'avait caché quelque chose concernant sa condition physique, mais Dyatlov m'a assuré qu'à sa connaissance, notre jeune ami était en parfaite santé. Le stress provoqué par l'altitude. Voilà la conclusion à laquelle nous sommes arrivés cette nuit. Je ne suis pas certain qu'aucun d'entre nous n'y ait vraiment cru, mais nous avions besoin d'une raison rationnelle pour pouvoir nous rendormir. Il fait encore nuit, mais nous commençons déjà à ranger nos affaires. Il est temps pour nous de lever le camp et de quitter cette forêt maudite. 18h25. Je dois, non j'ai besoin, de consigner ce que j'ai découvert aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons quitté la forêt pour atteindre les hautes terres vers 10h. Vers 14h, nous avions bien avancé en suivant la piste de ski des Mansi qui facilite grandement notre ascension. Enfin, c'est ce que je croyais. Maintenant, je me demande si cette piste n'a pas pour seul but que de nous mener vers un piège, de nous diriger vers le mal absolu. Mais je m'égare et je dois rester méthodique dans ce que je consigne si je veux être pris au sérieux à mon retour. Tout d'abord, lorsque nous avons quitté la forêt, j'ai souhaité fermer la marche. Sûrement les restes de mon passé de soldat. L'idée que l'un de mes camarades ne soit victime d'une attaque surprise venant de l'arrière m'était intolérable. Alors que nous venions déjà d'avancer sur la lande, je me suis retourné une dernière fois sur cette forêt source de nos cauchemars, j'en suis certain. Et je jure qu'entre les branches, je les ai vus. Les Mansi. Ils pointèrent du doigt le col de Kolatchakel et leurs visages changèrent. Ces gens ne sont pas humains. Je refuse de croire qu'un de mes semblables puisse prendre une telle expression. Comme je l'ai mentionné, vers 14h, nous avons bien avancé. Nous avons traversé une nouvelle vallée légèrement boisée et devant nous se dégageait le col du sinistre mont. Dyatlov a proposé que nous cachions ici, sous de l'humus et des branchages, des vivres excédentaires et de l'équipement pour le chemin du retour. C'est intelligent de planifier ainsi les choses. J'avoue avoir un peu honte de l'écrire, mais étrangement, cela fait plusieurs jours que je ne pense plus au retour. Comme si cette option, et c'est terrifiant, s'était effacée de mon esprit. À 16h, nous avons atteint le col. La montagne morte, puisque c'est son nom, sur notre gauche. Collectivement, nous avons décidé de planter notre tente à flanc de colline et de n'entamer la traversée du col que demain. Je suis parti explorer les environs pour m'assurer qu'il n'y avait aucune menace potentielle. Et c'est là que j'ai fait une sombre découverte, même si je ne peux nier son importance archéologique.
Dès notre retour, j'enverrai aux autorités concernées une copie de ce carnet ainsi que les photos que j'ai prises. À environ 400 mètres du camp, le long d'une paroi rocheuse surplombant le lit de la rivière Opia, j'ai découvert une faille ouvrant la paroi en deux et large d'environ 3 mètres. Mu par la curiosité, j'ai pénétré dans ce couloir long d'une trentaine de mètres. Je me demande quel étrange phénomène naturel a bien pu fendre ainsi le granit en deux. La gorge débouchait sur une grande zone d'une cinquantaine de mètres de diamètre. Un grand bloc de pierre noire, parfaitement circulaire et poli, trônait en son centre. Déposées en cercle autour, étaient dressées 9 stèles de pierre, également d'un noir absolu. Pour la suite de ces notes, je vais essayer de consigner les choses de la manière la plus méthodique possible. Voici les faits. La pierre qui sert aux constructions est noire et froide. Je ne suis pas géologue, mais cela ressemble à de l'onyx. Sur la base circulaire, des figures géométriques étranges ont été gravées avec une grande précision. Je reconnais ces symboles. Ce sont les mêmes que ceux formés sur la neige par le sang des lapins et reproduits sur les troncs du campement Mansi. Sur chaque stèle figurent des animaux sculptés et des êtres humanoïdes les chassant. Ces hommes stylisés ont des têtes allongées et des bouches gigantesques, m'évoquant une sorte de cri figé dans le temps. Les dessins des gibiers sont identiques à ceux que j'ai pu voir dans l'Altaï, à 2500 km de là. Ceux des humains s'y apparentent, mais dans une expression pervertie. Figurent aussi sur ces gravures des yeux, semblant flotter dans les airs. À la base de chaque stèle, on peut voir que les motifs sont coupés. La conclusion logique est que ces sculptures proviennent d'un monument plus grand, dont elles auraient été découpées avant d'être transportées ici. Autre fait étrange, le bruit. Ou plutôt, l'absence de son. Dans ce lieu, seul le silence le plus total règne. Mes pas sur la neige ne faisaient aucun bruit. J'ai testé l'écho de la zone. Au lieu de se réverbérer sur les parois, les sons de ma voix semblaient être absorbés par la pierre noire. Dans cet endroit, vide de toute vie, j'ai connu la terreur la plus totale. Après avoir pris quelques photos, je suis reparti le plus rapidement possible. Dans ma course, pour sortir de la gorge, je jure que je pouvais sentir quelque chose, derrière moi, qui me scrutait. Une fois rentré au camp, j'ai annoncé à l'équipe que je n'avais rien trouvé de bien intéressant. Je refuse de les inquiéter. 1er février 1959, 3h03. Tout le monde dort. Et dehors, le silence. Rien que le silence. J'écris ces lignes à la lumière de ma torche. Je ne crains pas de réveiller mes camarades. En fait, j'aimerais qu'ils se réveillent. J'ai fait exprès de faire du bruit, mais il semble que leur sommeil soit beaucoup trop profond. Mais aux plaintes qu'ils émettent tous, je crains que leurs rêves ne soient des plus néfastes. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir me réveiller. Je préfère encore l'angoisse de ce silence aux images de mes songes. Cette nuit, je n'ai pas revu mes camarades de régiment. Non. Cette nuit, mon imagination m'a conduit plus loin. Mon imagination, car je veux croire qu'il ne s'agit bien que de cela, m'a fait remonter le temps. J'ai vu une sombre cité au cœur d'un vaste désert, du temps où l'écriture n'en était qu'à ses balbutiements. Ses murs, ses tours, ses palais, ses maisons, tous les bâtiments étaient façonnés d'une même pierre d'un noir absolu. Dans ces lieux aujourd'hui oubliés, on y adorait d'étranges dieux impies. La souffrance et la folie formaient la liturgie de leur culte. Au centre de ce panthéon infernal trônait une créature gigantesque aux multiples formes. Affamée, une pure expression du chaos du monde. Ces prêtres avaient tous la langue coupée et les tympans percés en signe d'adoration. Ces rites se faisaient en silence car, selon leurs croyances, le silence précédait sa venue. Comme si, depuis la création, le moindre animal, le moindre brin d'herbe même, retenait son souffle de crainte de l'attirer. Puis il y eut la guerre, et la cité tomba. Et la cité fut oubliée. Mais le culte, lui, tel une gangrène, continua de survivre. Alors les adorateurs arrachèrent des pierres aux ruines et les transportèrent loin à l'ouest. Et ils installèrent leur autel dans un nouveau lieu sauvage, au pied d'un mont bien situé sous les étoiles. Et le sang coula, et les cris s'élevèrent, puis le silence régna à nouveau. Je viens de me relire et j'ai honte de ce que je viens d'écrire. Je crois que je deviens fou. Quel homme saint d'esprit écrirait de telles choses ? 7h48. Aucun de mes camarades n'est d'humeur pour parler ce matin. Je crois que leurs cauchemars furent aussi terrifiants que les miens. Nous devons traverser le col aujourd'hui. Nous devons nous éloigner de la structure que j'ai découverte hier. Je sens qu'elle est la source de toutes nos angoisses. Elle a infecté la vallée et les forêts alentours. Et les Mansi aussi. À moins qu'ils ne soient les descendants de ces prêtres anciens. Les survivants d'une civilisation morte. Les derniers adorateurs de cette bête cosmique. 19h56. Nous sommes piégés. Alors même que nous nous apprêtions à franchir le col, les conditions météorologiques se sont subitement dégradées.
Le blizzard et la faible visibilité nous ont obligés à rebrousser chemin. Mais nous le savons, nous nous sommes égarés dans la tempête. Je lis l'inquiétude dans le regard de mes camarades, même s'ils font preuve d'un grand professionnalisme. Avec Dyatlov, Slobodin et les autres, nous avons creusé un emplacement le long d'une pente. Nous avons mis nos skis sur le sol pour donner une base solide à notre tente, puis nous l'avons montée. Au moins, nous sommes protégés des rafales. Mais j'estime que nous nous sommes déportés d'au moins 500 mètres vers le flanc est du mont Kolatchakel. Nous devons donc être près de l'entrée qui mène au sanctuaire. 22h48. Aucun d'entre nous n'arrive à dormir. Mes compagnons me regardent inquiets à force de me voir écrire dans ce carnet. Peu importe. Je sais que chacun d'entre eux essaie de tenir une version plus factuelle de ce voyage. J'ai lu en cachette le journal de Lyudmila et celui de Dyatlov. Ils ne cessent d'y écrire que l'humeur est bonne, que l'expédition se déroule relativement bien. Je suppose que c'est leur moyen pour ne pas sombrer. Mais moi, je connais l'horreur. Je sais qu'il est illusoire de la nier. J'ai jeté un œil dehors tout à l'heure. Je jure avoir vu des lumières danser dans le ciel, quelque part, au-dessus du sanctuaire de pierre noire. Comme des lunes, 3 disques brillants d'une lumière froide. Cette image fut brève, certes, mais je suis certain de les avoir vus. L'expérience de ces 3 yeux glaciales flottant au milieu de la nuit semble avoir brisé le reste de mon âme. La chamane me l'avait dit, l'abysse a ses yeux fixés sur moi. Cette nuit, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 38 ans. S'il vous plaît, laissez-moi avoir 38 ans. 2 février 1959, 1h07. Nous nous sommes réveillés en sursaut. Je ne sais même pas quand nous nous sommes endormis, ni comment nous avons pu trouver le sommeil. Un silence absolu règne autour de nous. J'écris ces lignes car je sais que je ne verrai pas le jour. Je le sais, c'est tout. Dyatlov essaie de détendre l'atmosphère, mais je sens que son cœur n'y est pas. Les visages sont crispés. J'écris. J'ai besoin de laisser ma trace. J'ai besoin de me dire que tout cela a servi à quelque chose. Que j'ai servi à quelque chose. J'espère que notre mort permettra d'arrêter ce qui se tapit ici. Ça se rapproche de nous, une nouvelle forme de silence. Un silence qui devient assourdissant. Maintenant tout est limpide, ce silence c'est... Voici les derniers mots consignés dans le carnet interdit d'Alexander Zolotaryov. Son corps sera retrouvé 2 mois plus tard, à 1,5 km de là. Peut-être que dans cette réalité, la mort tragique des 9 skieurs est due à une avalanche. Peut-être. Mais peut-être que dans une réalité parallèle, pas si lointaine, la cause de leur disparition est plus sinistre. J'espère que cette histoire vous a plu, et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous profiterez du silence, méfiez-vous, car peut-être qu'il vous traque.